Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre radio préférée, Jacques Roger Show. Merci de nous rejoindre encore ce soir pour cette autre émission. Alors ce soir, nous parlons un peu de la Côte d'Ivoire, mais vous savez que nous... Et donc, en tant qu'Africains, parfois, nous faisons des petites incursions dans l'actualité africaine. Et aujourd'hui, nous avons une émission un peu spéciale parce que c'est une émission qui est dédiée à l'AES, voilà, à ce mouvement panafricain qui défend la souveraineté des Africains. Ce mouvement qui a débuté avec le Burkina, le Mali et le Niger. Ce mouvement d'ailleurs qui rend fiers tous les Africains, tous ceux qui sont épris de justice, tous ceux qui sont épris de liberté et d'égalité, tous ceux qui pensent que les Africains ne sont pas appelés à être à la traîne des Occidentaux et que les Africains sont des êtres humains à part entière, que les Africains sont des hommes dotés d'intelligence, capables de réfléchir par eux-mêmes et surtout qui revendiquent une égalité dans le traitement que nous recevons quand nous sommes en face de nos partenaires habituels naturels, les Européens, et surtout pour les pays francophones, les Français. C'est un mouvement qui a fait plaisir à toute la jeunesse africaine. C'est un mouvement qui a fait que les jeunes Africains sont devenus encore plus fiers qu'avant. Nous savons qu'avec Thomas Sankara, nous avons été laissés sur notre faim parce que M. Thomas Sankara avait commencé cette révolution et malheureusement pour nous, il a trouvé la mort dans sa révolution. Blaise Compaoré l'a lâchement abattu, ne lui a pas donné le temps d'affirmer la souveraineté de son pays. Il a même donné un nouveau nom à ce pays, Thomas Sankara, qui est aujourd'hui le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, la terre des hommes intègres. Et nous voyons qu'après 26 ou 27 ans de pouvoir, M. Blaise Compaoré a finalement été chassé comme du poisson pourri par le soulèvement de la population et le Burkina a enfin obtenu sa liberté. Ce soir, nous allons nous entretenir avec M. Adjaï Laurent, que vous connaissez tous. M. Adjaï Laurent qui est un écrivain, voilà, qui fait partie de la FIDOP, qui est aussi un partisan du PPACI. M. Adjaï Laurent qui a écrit d'ailleurs beaucoup de livres sur la crise ivoirienne depuis 2011, qui n'a pas changé de position depuis 2011, qui n'a pas changé de position peut-être même depuis 2002, et qui jusqu'à ce jour continue de garder ces mêmes positions parce que c'est là sa conviction. Il pense que M. Alassane Ouattara ne méritait pas d'être à la tête de la Côte d'Ivoire. Il pense que M. Alassane Dramane Ouattara est un dictateur, c'est un tyran, c'est un criminel. Il pense que c'est un tueur d'Ivoiriens et on ne peut pas changer cette position de M. Adjaï. Mais en même temps aussi, M. Adjaï, il est aussi celui qui croit à la souveraineté de l'Afrique. Et c'est pour cela d'ailleurs que le récent événement qui vient de se passer en Afrique de l'Ouest l'a poussé à vouloir poser les problèmes essentiels ce soir avec nous.
à parler un peu de l'AES et à parler de l'AES par rapport à son retrait de la CPI. Donc voilà un peu planter le plateau ce soir. Je ne dirai pas beaucoup de choses. Je voudrais tout. Bonsoir, M. Aguirre. Bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, Sister Sarah. Bonsoir, commandant Jacques, que j'ai entendu. Voilà. Je crois qu'il est avec nous ce soir, c'est très bien. Je vais bien. Très bien. Alors, M. Aguirre, on parlait un peu du TDCI. Voilà. Pardon? Bonsoir. Ah oui, bonsoir, pasteur. Comment vous allez? Oui, ça va, merci. Très bien. Alors, M. Adjaï, j'étais disante pour parler comme les académiciens de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit les distraits de la République, ceux-là qui pensent qu'ils peuvent nous tromper avec l'utilisation de formules littéraires qui ne nous amènent à rien du tout, mais dans tous les cas, je disais donc, M. Adjaï, que tout à l'heure, en attendant que vous arriviez, nous étions en train de parler du PDCI-RDA. Ce soir, notre thème, ce n'est pas le PDCI-RDA. Ce soir, notre sujet, c'est plutôt l'AES. Mais nous avons parlé du PDCI avec Jacques parce qu'il m'a dit qu'il ne maîtrise pas trop le sujet de l'AES. Donc, on a parlé du PDCI. Alors, M. Adjaï, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, nouvelle. Alors, merci, nous sommes témoins du nouveau vent en Afrique, le vent de la responsabilité, le vent de l'éveil de conscience. Et cet éveil de conscience ne va plus s'arrêter jusqu'à ce que toute l'Afrique prenne conscience. Je sais qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Et c'est pourquoi nous devons nous battre pour soutenir l'AES. Et vous vous souvenez sur le plateau des Nations Unies, pour la 77e session de l'Organisation des Nations Unies, le brillant Premier ministre par intérim, Abdoulaye Diop, il avait dit que le Mali est ouvert à tout pays qui veut coopérer avec le Mali. Pour cela, il faudrait que ce pays-là se conforme à ces trois choses. La souveraineté, le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques du peuple malien et la dignité, la souveraineté du Mali. Toutes les décisions prises par le président et son gouvernement. Et donc, sur cette base, il avait ajouté pour dire, désormais, le Mali va agir de manière réciproque. Un mot mal placé envers le Mali, il aura la réponse automatique. Une pierre lancée contre le Mali va répondre par une pierre. Et donc, ça ramène à quoi? Ça ramène à imposer la souveraineté. Et c'est ce que nous aimons avec la Confédération AES. La prise de responsabilité et cette souveraineté acquise. Il faudrait désormais répondre à tout ce qui nous menace. Et donc, la nouvelle du jour, c'est que l'AES a décidé de sortir de la CPI. Et les raisons sont palpables. Donc voilà les premières nouvelles que je pourrais donner. Très bien. Alors, selon vous, cette sortie de la CPI est-elle opportune aujourd'hui? Quand on voit tout ce que vous venez de citer, nous cherchons notre souveraineté. Est-ce que sortir de la CPI, c'est vraiment un événement? Merci, Sister Sarah, pour cette question. Vous savez, quand on parle de souveraineté, on parle de l'indépendance personnelle, mais aussi l'interdépendance, c'est-à-dire aucun pays ne doit être isolé. Nous formons un monde global, mais chaque pays doit jouir de sa souveraineté, doit jouir de tous ses atouts, que ce soit naturel ou divine.
divin, c'est des attributs divins. C'est-à-dire, je prends le cas d'un individu, Dieu t'a donné la vie, c'est pour toi, personne n'a le droit de te l'arracher. Mais le pays aspire à sa souveraineté, qui lui est propre et bénéfique. Mais pendant ce temps, on doit dépendre de notre voisin. Parce que, à supposer que, un exemple, la Côte d'Ivoire plante de l'igname. Et dans le pays voisin, je peux donner le cas du Togo par exemple, ils ont besoin d'igname. Mais ils peuvent venir à Abidjan pour acheter, et vice-versa, le riz, le bétail. Donc on est interdépendants. Ce que tu n'as pas, tu peux aller chez ton voisin pour en acquérir sans tuer ses enfants. Mais on te donne le prix, tu achètes et puis tu vas chez toi. Ça, c'est de l'interdépendance. Donc l'AES est accroché à ça, mais cette souveraineté, elle est radicale, elle est importante, où on ne peut plus nous regarder comme des esclaves par le passé et venir faire chez nous ce qu'on faisait avant. Donc, cette sortie est opportune parce que il faut, en tant qu'être humain, il faut observer. Il faut voir mais pourquoi cette structure a été créée et qu'est-ce qu'elle fait, quel est son objectif. Les gens de la CPI ont compris que la CPI est mise en place pour les dirigeants africains. On n'a jamais convoqué un blanc, un français, un américain, n'importe qui, mais c'est toujours les pays africains, les paysans africains. Et ce qui a éveillé les consciences même de l'AIS, c'est qu'en Côte d'Ivoire, la CPI était là pendant la guerre. Et pendant la guerre, et puis ils décident de poursuivre Babo. Babo qui était menacé, attaqué, c'est lui qu'on veut juger. On dit, bon d'accord, vous dites quoi? Vous choisissez de juger qui vous voulez. D'abord, ok, d'accord. On l'a jugé pour 3000, les gens ont dit 3000 morts. Et puis à la fin, on dit, bon, c'est pas lui, il est acquitté, libéré. Mais ça fait combien de temps aujourd'hui que la CPI a fermé sa bouche, a plié ses bagages, et ne fait plus jamais cas de qui est la vérité. Vous dites que vous cherchez la vérité, non? Mais si l'autre belligérant n'est pas victime, qui est alors victime? Donc, ils se disent que c'est tellement les gens connaissent qui a fait quoi. Les gens connaissent le responsable, mais ils ont décidé de protéger, parce que celui-là est le chouchou de l'international. Et c'est tout ça qui a caractérisé le départ de l'AES pour dire que c'est un marché en fait. C'est un organe juridique qui est mis en place pour les impérialistes, pour ceux qui nous ont mis dans les chaînes par le passé. Auquel cas, nous n'avons pas notre place là-bas. Parce que, voilà. Donc voilà pourquoi, avec toutes ces choses mises ensemble, ils ont décidé de sortir de là et créer leur propre structure. Voilà. Donc voilà un peu, grosso modo, ce qui a caractérisé. Et quel est le nom de cette structure qu'ils ont créée? Non, ils ne l'ont pas encore créé. Ils vont mettre en place une cour de justice au niveau de l'AES pour régler les problèmes de justice comme on prévoyait que l'international, la CPI pouvait faire. Mais malheureusement, comme elle est... Mais est-ce que vous pensez que cette cour de justice qu'ils vont mettre sur place sera une cour de justice juste? Vous savez, M. Adjei, on connaît la politique africaine. Tout à l'heure, Jacques Roger nous parlait des dealers et nous savons tous que même si l'AES fait actuellement la fierté des Africains, mais nous savons aussi qu'il y a toujours de la politique dans l'attitude de ces présidents. Et donc, cette politique-là, justement, fait que on prend des décisions, pas forcément parce que ça va arranger les populations, mais parce que ça va arranger les leaders politiques. Ça veut donc dire que s'ils ne sont plus dans la CPI, on ne pourra pas les poursuivre s'ils commettent des crimes. Voilà ce que ça veut dire. Alors, si d'ici 5 ans, le président Ibrahim Traoré, parce que le pouvoir corrompt et il corrompt absolument, si le président Ibrahim Traoré commence à s'attacher au pouvoir, à aimer le pouvoir, et que cet amour le pousse maintenant à rentrer dans des manipulations politiciennes pour se perpétuer au pouvoir, est-ce que vous ne pensez pas qu'il n'y aura plus de structure de surveillance sur les présidents africains? Alors, je vais dire ceci d'emblée.
se maintenir au pouvoir. Sinon, le désir de se maintenir au pouvoir à lui-même n'est pas un crime contre l'humanité. Par exemple, un président qui travaille pour son peuple. Le peuple voudrait qu'il soit là pour sa garantie, pour sécuriser ses acquis. Donc, il peut prendre des mesures pour que ce monsieur-là pas fasse des mandats supplémentaires. Ça, pour le bénéfice du peuple. Ça, c'est pas un crime. Mais le crime, c'est ceux qui veulent se maintenir au pouvoir. Je donne un exemple, par exemple. Voilà, en Côte d'Ivoire, quelqu'un veut faire un 4e mandat. Au lieu de négocier avec ceux qui sont là, au lieu de poser de bons actes pour que le peuple dise, ah, bon, il est content, mais quand même, ce qu'il est en train de faire là, mais plutôt que ça, il va dans le cou des gens, il enlève les enfants des gens, n'importe comment, sans jugement, on les jette en prison, on les torture. Donc les gens se disent, mais le monsieur, il veut faire un mandat, un 4e mandat. Mais ce qu'il fait là, ça veut dire que si demain, il est encore là, il va faire pire. Oui, c'est ça qui n'est pas bien. Oui, mais quand vous dites que quelqu'un veut se maintenir au pouvoir, oui, celui dont vous parlez en Côte d'Ivoire veut se maintenir au pouvoir, lui, il a trouvé les moyens de la répression. Mais quand on vient nous dire que le peuple veut, vous savez très bien que c'est un langage politicien où le peuple en général n'a jamais dit qu'il voulait que quelqu'un reste au pouvoir. Les leaders politiques africains utilisent cela pour justement corrompre pour tordre la loi et pour se perpétuer au pouvoir. Écoutez, regardez l'exemple de M. Ibrahim Traoré. M. Ibrahim Traoré a fait voter des lois qui disent que le pouvoir veut qu'il reste au pouvoir. Mais si vous fouillez bien en dessous, le vieux planteur qui est au village là-bas n'a pas forcément décidé. Donc, ce que je veux dire, c'est comment justement prévenir ces excès que nous voyons très souvent chez nos leaders africains qui poussent même à la mort des populations. La CPI, elle juge les gens qui commettent des crimes de masse, des crimes en masse, c'est-à-dire des gens qui font des mass destruction. Donc, c'est ceux-là que la CPI poursuit. Alors, si un président commence à tuer son peuple et que c'est la cour qui est constituée de lui, ses camarades-là, est-ce qu'on ne va pas pérenniser la même corruption qu'on voit aujourd'hui au sein de l'ONU, où les 5 qui dirigent l'ONU font ce qu'ils veulent? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là, justement? Faisons confiance à nous-mêmes, nous les Africains. Si on décide de mettre en place des structures, ce qu'on appelle les mesures pour éliminer les excès. On a mis des garde-fous pour arrêter ceux qui violent ces règles-là. Je sais que au niveau de l'AES, les gens sont sérieux et c'est pourquoi nous les aimons. Nous prions pour qu'ils aillent de l'avant. Je ne pense pas qu'ils pourront jouer avec ce genre de choses. Vous ne répondez pas à ma question, M. Adjaï. Là, vous me donnez une réponse qu'on donne au Barbadron. Non, je suis en train de vous poser une question très sérieuse. Comment est-ce que on peut garantir les excès des chefs d'État de l'AES? C'est ça ma question. C'est ça le fond de ma question. Vous, en tant qu'Africains, les pays de l'AES aujourd'hui, on approuve, on est tous contents de voir cette souveraineté s'affirmer. Mais la grande question que je pose et que je vous pose à vous, M. Adjaï, c'est quelle est la formule qui va sécuriser les populations justement contre une dictature de ces chefs d'État qui règnent aujourd'hui dans nos pays de l'AES sans aucune conformité à leur constitution actuelle. Donc, on a créé des méthodes et des structures pour permettre aux juntes militaires de continuer à diriger les pays. C'est ça, justement. J'ai compris la question. Bon, alors, répondez à cette question. D'abord, la structure juridique de l'AES n'est pas encore mise en place. Quand elle sera mise en place, les dirigeants vont lire les règlements, le statut et les règlements intérieurs qui vont gérer les actifs au quotidien. Comme ce n'est pas encore mis en place, on ne peut pas spéculer. Mais ce que je veux qu'on regarde, c'est que l'AES, les dirigeants de l'AES viennent d'arriver. De 2021, 2022, 2023, ils viennent d'arriver. Et regardons ce qu'ils font. Regardons un peu
ce que le Burkina est devenu depuis que Ibrahim Traoré est arrivé. Regardons un peu ce que le Mali et le Niger deviennent après qu'ils aient pris le pouvoir. C'est ça qui va nous motiver. Parce que ces pays-là ont été beaucoup longtemps taxés de pays pauvres pendant que les gens pillaient leurs ressources. Mais essayons de voir d'ici 2, 3 ans, 4 ans, voir ce que le peuple va dire. Et puis partant de là, on pourra dire tel ou tel est en train de commettre des crimes ou n'est pas en train de faire ce qu'il avait promis de faire. Et puis bon, ça va ouvrir les yeux. Mais pour l'instant, regardons, observons, de voir ce qui sont en train de faire. Moi, je vous demande une analyse. Je ne vous demande pas qu'on observe, non, ce que je veux savoir, c'est parce que, regardez, c'est vous qui posez le sujet ce soir. Nous sommes très, très contents, vous êtes très contents que l'AES a décidé de se retirer de la CPI. Donc, nous essayons de comprendre les pour et les contre de ce retrait. Il serait-il d'une cour internationale de justice qui a pour but de juger les présidents africains, puisque c'est en Afrique que les énormités sont commises. On juge les présidents africains, on n'a jamais jugé un Français, on n'a jamais jugé un Allemand ni un Italien, mais ce sont les Africains qu'on juge. Pourquoi? Parce que c'est dans les pays des Africains qu'il y a les guerres civiles, c'est dans les pays des Africains justement qu'on tue les populations, etc., etc. C'est là qu'on fait tout ce que vous savez. Ma question, c'est que nous faisons des analyses, M. Adil, et ma question, elle est très simple. À votre avis, vous êtes un écrivain, vous êtes un analyste politique. Quand vous voyez l'AES sortir de la CPI, le fond de ma question, c'est est-ce que ça ne fait pas peur? Est-ce que ça, ce n'est pas inquiétant quand on sait que les trois ensemble deviendront entre eux-mêmes une force contre leur population? Voilà le fond de ma question. J'ai compris le fond de la question, mais je vous assure que ces trois leaders ne seront pas des démons, le diable pour leur population. Ce sont des gens qui sont venus ils ont grossi le cœur de voir que le peuple a vécu dans la pauvreté, dans la misère depuis longtemps. Ils sont venus pour changer les choses. Ils sont venus pour redonner espoir au peuple. C'est ça qui est important. On n'a jamais vu ça en Afrique. Et aussi, pour pouvoir définir cette souveraineté, il faut qu'on soit ensemble. Parce que c'est ensemble qu'on est fort. Aucun pays africain, regardez, Mourad Babou a essayé une fois, mais il s'est trouvé où? Parce qu'il n'avait aucun soutien. Donc c'est ensemble qu'on est fort. Quand par exemple, les gens voulaient envoyer un contingent au Niger pour aller réinstaller Bazoum, ils ont dit quoi? Celui qui lance une pierre au Niger va nous trouver sur son chemin. Les deux pays ont parlé, avec cette force-là, les gens ont reculé. Donc c'est ensemble qu'on est fort. Et c'est l'exemple que donne l'AES. Et nous devons suivre cet ensemble. Si l'Afrique veut se relever demain, économiquement, politiquement, militairement, il faut qu'on soit ensemble. Voilà. Il faut qu'on soit ensemble, d'accord. Même s'il y a des excès, il faut qu'on soit ensemble. Il n'y a pas de problème. Alors, puisque nous n'avons pas encore la nouvelle structure, donc nous ne pouvons pas parler de ça, nous ne connaissons pas les textes qui seront mis en place, les règlements de cette structure, M. Adjei. Mais nous parlons quand même de l'AES ce soir. Et parlant de l'AES, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un danger que justement de s'allier à l'Union soviétique? Est-ce que ce n'est pas un danger? On a déjà vu dans le passé ce qui est arrivé dans tout ce qui était communiste. On a vu comment le peuple a souffert. Et aujourd'hui, à l'Union soviétique, en URSS, c'est ça? C'est comme ça qu'on l'appelle toujours. En Russie. Voilà, merci. Voilà. On voit aujourd'hui en Russie que ce qui existe là-bas, c'est un peu de la dictature, puisque le président est élu et personne ne peut se lever contre ce président-là. Donc, il est élu autant de fois qu'il veut, il est assis au-dessus du pays. C'est vrai qu'ils ont leur manière de fonctionner qui n'est pas capitaliste. Donc, ils ont leur façon de voir. Mais toujours est-il que c'est une seule personne qui monopolise le pouvoir. Aujourd'hui, est-ce que l'AES n'est pas en train de copier cette formule? Et si oui, est-ce que ça va marcher vraiment en Afrique pendant longtemps? Parce que nous savons qu'il y a d'autres Africains qui ne sont pas forcément communistes
et qui à un moment donné vont dire non, mais écoutez, ça suffit, on ne veut plus du communisme dans nos pays, les populations ont besoin d'un changement. Est-ce que ça ne va pas créer ce problème-là, M. Adjei, avec l'AES? Merci, c'est ça. Vous savez, ce que l'AES a vu leur a donné beaucoup d'idées. Un exemple typique. La France était au Mali avec la force Barkhane, avec d'autres forces, donc puissance extérieure. Mais pendant 13 ans, le Mali était en train de se diviser. Il y a l'état de l'Azawad qui était déjà en création. Mais les gens se sont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens disent qu'ils sont venus nous aider à unifier notre pays, mais au contraire, on voit que le pays se divise. Il faut qu'on aille voir ce qui se passe. C'est là que le groupe d'Assimi Goïta est parti à Kidal. Et les Français leur ont dit, vous ne rentrez pas ici. Ils ont dit, mais comment? Dans notre propre pays, on ne peut pas aller sur un territoire. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Voilà la chose. C'est pour dire que la France n'a jamais joué franc jeu. Et ils ont pris leur décision. Alors, la Russie, de son côté, a vu que les gens volaient les ressources de l'Afrique. Même l'Italie, une dame, comment je peux l'appeler, une députée italienne qui a beaucoup réagi sur le comportement de la France, que la France pille les pays africains, les anciennes colonies françaises. Et donc, il a dit qu'il va aider l'Afrique à se relever pour que le pillage cesse, pour que ces pays puissent s'industrialiser. Ça, c'est une bonne chose. Ce n'est pas parce qu'on chasse la France, on va aller prendre un autre maître pour nous. Non, la Russie n'a jamais colonisé un pays. C'est un nouveau maître que vous avez. C'est un maître qui fonctionne différemment. C'est un maître dont les formules de fonctionnement ne sont pas exactement comme celles de la France, mais c'est un maître blanc que les Africains s'en vont chercher. Les Africains ne cherchent pas. Quel est le partenariat? Qu'est-ce que produit la Russie? Elle produit plus d'armes que de nourriture. C'est ça le vrai problème. Et la Russie ne produit pas les bananes. Elle ne peut pas faire le café, le cacao. Vous comprenez? Donc, dans cet échange-là, la Russie gagne toujours parce qu'elle vous donne les armes. Et puis, en plus de cela, elle achète vos matières premières. Ça permet à son pays d'avoir une autosuffisance quelque part. On connaît tous la Russie. Une grande partie, c'est la Sibérie. C'est plein de glace là-bas. Tout le monde sait ça. Donc, M. Adjei, personnellement, je ne crois pas vraiment en ce partenariat Afrique-Russie, tout comme je ne crois pas non plus au partenariat Afrique-Chine. Ce sont des, comment on peut les appeler, des sanctions en fait. Allez-y. Ok. Vous savez, on dit pour garantir sa souveraineté, pour garantir sa liberté, il faut préparer la guerre. C'est-à-dire, c'est quand tu as des armes que les Blancs te respectent. C'est parce que on n'a pas des armes, on ne fabrique pas les armes. Ils savent qu'on n'est pas fort, qu'ils viennent marcher sur nos têtes. Donc, la contre-stratégie, c'est d'acquérir des armes. Regardez un peu, le Burkina avait envoyé quelqu'un pour acheter des armes. Et ces armes devaient passer par la Côte d'Ivoire, le port d'Abidjan. Mais ces armes ont été bloquées. Et d'ailleurs, d'autres vendeurs avaient dit qu'ils ne vendent pas des armes parce qu'ils ne veulent pas que nos pays s'arment. Et donc, les gens ont bloqué les armes du Burkina en Côte d'Ivoire pour qu'ils soient toujours faibles. Donc, ce que je veux dire, c'est que plus tu es armé, plus tu peux protéger ton peuple, tu peux garantir ta souveraineté tant recherchée. Parce que celui qui va... Moi, je pense que c'est un mythe. C'est ce qu'on appelle en anglais de mythe. Vous savez, M. Adjei, on n'est pas obligé d'être armé pour être respecté. Le respect de quelqu'un commence par la mentalité que cette personne existe. Ça fait partie. Si vous êtes l'homme le plus armé dans le monde et que vous êtes incomplexé, vos armes là ne vont effrayer personne. Parce que les gens sauront qu'ils n'ont pas besoin de venir vers vous avec des armes. Ils vont tout simplement venir vers vous avec d'autres stratégies pour manipuler votre mind. Et de cette manière, ils vont vous affaiblir. Vous comprenez? Donc, le fait que la Russie nous donne des armes ne fait pas vraiment de nous des indépendants. Ce qui va nous rendre réellement souverains, ce n'est pas le fait que la Russie vienne nous aider à chasser les Français. C'est le fait que nous soyons capables nous-mêmes de chasser les Français et d'établir des contrats avec des pays de l'Europe
et les obliger à nous respecter. Parce que tous les Africains se tournent vers les Russes et pendant ce temps, on a des grands marchés avec l'Europe. Et donc, tourner le dos à l'Europe, ce n'est pas la solution. Non, voilà, c'est ce que je vais dire. Allez-y, répondez à ça et puis je vais aller vers passer à quand. On ne tourne pas le dos, justement, parce que, comme j'ai dit, le Premier ministre malien a dit à qui veut l'entendre, nous, le Mali et l'AES a la porte ouverte à tous ceux qui veulent coopérer avec nous, à condition que, en venant, la personne respecte notre souveraineté et nos choix stratégiques et les choix du peuple. C'est simple. Quand tu viens pour un partenariat gagnant-gagnant. Ce n'est plus que le maître est venu, il va prendre ce qu'il veut. Non. C'est un peu ça. Alors, les armes que les pays de AES ont aujourd'hui, ils les achètent. Ce n'est pas donné gratuitement. Ils les achètent. Il faut les acheter, les armes, pour être équipés, être prêts. Vous avez vu que depuis que l'AES est formé, il y a des tentatives de coups d'État, de bouleversement à tout moment, parce que les gens savaient que les pays n'étaient pas encore équipés. Ils pouvaient venir déstabiliser à tout moment, mais aujourd'hui, là, ils ne peuvent pas s'amuser parce qu'ils voient ce qui se passe dans l'AES. Tout récemment, le Burkina vient de recevoir des drones, des avions vraiment performants que quelqu'un ne peut pas s'amuser aujourd'hui. Donc, pour être... Excusez-moi de vous le dire, les gens ne réussissent pas à faire tomber Ibrahim Traoré parce que pour l'instant, son peuple l'aime. C'est tout. Justement. Ce n'est pas parce qu'il a les meilleurs drones, ce n'est pas parce qu'il a les meilleurs Kalachnikov, c'est parce qu'aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire plaît à son peuple. Et voilà pourquoi son peuple même se met en ligne de mire pour protéger son président. Croyez-moi, si monsieur... Vous savez pourquoi Sankara est mort? Sankara est mort parce que, à un moment donné, les mesures structurelles qu'il avait mises en place devenaient un fardeau pour tous ceux qui étaient autour de lui. Parce que Sankara est venu avec cette idée de décongestionner et de faire des économies au sein des finances du Burkina, mais croyez-moi, les ministres en souffraient. Et on n'a pas su balancer entre économiser, arrêter les dépenses inutiles et mettre les serviteurs autour de lui dans de bonnes conditions. Et donc, c'est ceux-là qui étaient autour de lui qui se sont révoltés et qui l'ont tué, avec à leur tête Blaise Compaoré. C'est vrai qu'ils l'ont tué, mais il y avait des raisons. Les gens ne supportaient plus ces mesures trop extrêmes qu'il prenait, et d'ailleurs, à un moment donné, il était devenu un peu le grand maître. Donc ça crée des problèmes, M. Adjei. Donc, les présidents de l'AES aujourd'hui, ils sont solides parce que leur peuple, pour l'instant, les adule. Mais croyez-moi, quand le peuple va commencer à murmurer, il y aura tout de suite une lézarde dans leur vie. Et les gens vont frapper. Et ils vont trouver quelqu'un pour les aider à frapper. Voilà un peu le problème que je souligne. Les armes ne sont pas la meilleure source de protection. La meilleure source de protection, voilà, c'est de pouvoir s'arrêter devant les Blancs pour leur dire, sans jouer les Django, que nous sommes des humains comme vous et nous voulons des contrats égaux. Aussi simple que ça. Chasser les Français n'est même pas obtenir une vengeance. Moi, personnellement, je pense que pour montrer aux Français que nous sommes leurs égaux, ce n'est pas forcément de les chasser puis de s'arrêter là. On les chasse et puis on les ramène à la table de négociation et puis on leur dit voici ce que nous voulons. Et s'ils ne veulent pas, on passe au suivant. Vous comprenez un peu ce que je veux dire, M. Adjei? Voilà. Bien sûr. Allez-y, finissez, puis allez vers passer à cas. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec ce que vous dites. Les armes, d'accord, sont des outils de dissuasion, c'est vrai, mais c'est le peuple qui est à la base de tout. Quand le peuple est d'accord avec vous, vous pouvez réussir. Voilà. Mais merci. Ce qui est important, c'est que la France et les pays africains étaient liés par des contrats coloniaux, qui même malgré notre indépendance, ces contrats étaient encore en vigueur. Et c'est ça qui nous liait. Ils pouvaient venir chez nous, nous bombarder, pour ce qu'ils voulaient et partir. Mais aujourd'hui, là, il a compris. Dès qu'ils donnent le temps pour que vous sortiez du pays, il annule en même temps les 11 contrats coloniaux. Et vous signez. Donc, c'est terminé. Nous ne sommes plus liés à vous. Vous ne pouvez plus venir marcher sur nos têtes, sur la tête de nos populations,
comme par le passé. C'est ça la stratégie. Mais les armes, ce sont des outils de dissuasion. Quand tu es fort, quand tu as un chien chez toi, le volant ne passe pas devant ta porte. C'est un peu la stratégie. Voilà, merci M. Adjaï, parce que tout compte fait, tout homme fort a un prix et tout homme fort a un point faible. Tout régime fort a un point faible. Tout président fort a un point faible. Et quand l'ennemi découvre ce point faible, c'est par ce point faible-là qu'il va frapper. La Chine, la Corée du Nord, ce sont des pays qui ont des armes nucléaires, n'est-ce pas? Mais les Européens et les Occidentaux ne les craignent pas. Eux aussi, ils ont leurs armes nucléaires. Mais n'empêche que les États-Unis doivent à la Chine. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Bon, voilà. Donc, c'est pour dire que l'assurance de ce qu'on fait pour imposer le respect à l'autre, ce n'est pas forcément parce qu'on a les plus grosses Kalachnikov. Non, c'est pas forcément ça. Hein. Voilà, merci. Pasteur Aka, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Sarah. Voilà, alors vous avez suivi notre débat. Oui, voilà, ce soir, nous parlons de l'AES qui est sortie de la CPI, qui a annoncé son départ de la CPI et une création future d'une structure de justice qui sera propre à l'AES. Voilà, donc c'est par rapport à ça que nous sommes là ce soir. Je vous ai pas vos impressions. Vous avez entendu toutes les questions que j'ai posées? Oui, j'ai entendu. Allez-y alors. Oui. Bon, merci à vous. Hein. Vous savez, quand on parle de la CPI est la branche juridique de l'ONU. Et tant que l'ONU existe, tous les pays du monde entier, que vous soyez dans la CPI ou pas, vous pouvez être poursuivi. On a vu avec Poutine, on a vu même avec aux États-Unis. Mais la différence est que quand vous n'êtes plus dans le traité, vous pouvez interdire les représentants de l'ONU de venir sur votre territoire. Donc la décision prise par les pays de l'AES, effectivement, est une bonne initiative, mais ça n'exclut pas que ces pays-là, s'il y a des crimes contre l'humanité, soient poursuivis par l'ONU en dehors de leur territoire. Oui, mais comment est-ce qu'ils pourront être poursuivis puisqu'ils ne seront plus signataires? L'ONU n'aura plus le droit de venir les poursuivre, justement. Vous voyez un peu le paradoxe. Oui, mais la différence est que quand un mandat d'arrêt est lancé par la CPI, il devient international. Que vous soyez membre ou pas, si vous mettez les pieds dans un pays signataire de la CPI, on peut vous arrêter, même si vous n'êtes pas membre de la CPI. La seule différence, c'est que, comme je l'ai dit, la CPI ne peut pas envoyer des représentants ou des enquêteurs dans votre pays. Dès l'instant où vous n'êtes plus membre. Parce que, prenez le cas de la Russie, prenez le cas des États-Unis. La CPI a bien voulu enquêter sur les crimes de l'Irak. Mais qu'est-ce que les Américains ont dit? On ne veut pas vous voir ici. Parce que l'Amérique n'a pas signé les traités de la CPI. Mais ça n'empêchait pas la CPI de vouloir poursuivre un représentant américain ou bien poursuivre le représentant russe. Mais cette poursuite ne peut être validée que si et seulement si vous allez par exemple dans un pays membre de la CPI, le pays peut vous arrêter. Je prends par exemple Poutine, il est poursuivi par la CPI. Ok, si il se déplace pour venir en France, la France peut l'arrêter. La France fait partie de la CPI. Oui. Bon, il s'est déplacé, il est venu aux États-Unis à Alaska, mais puisque les Américains eux-mêmes ne cautionnent pas la CPI, on ne pourrait pas l'arrêter. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que je veux dire, c'est que le fait de sortir de la CPI
D'abord, ça ne garantit pas. Voilà, ça ne garantit pas. Mais il y a aussi l'aspect économique parce que la plupart des membres qui sont membres signataires de la CPI cotisent. C'est des choses qu'on ne dit pas au peuple. Parce que la CPI fonctionne comment? La CPI fonctionne en fonction des cotisations de ses membres. Et qui dit cotisation des membres parle de l'ONU en général, a priori. Vous voyez. Donc, il faut saluer cette décision. Voilà, il faut saluer cette décision. Mais alors, voilà, cela ne garantit pas. Alors, donc, pourquoi créer une structure qui ne pourra pas forcément protéger les présidents africains, enfin, les présidents de l'AES, parce que, comme vous le dites, si on peut les arrêter quand ils sortent de leur pays, donc ça sert à quoi de créer une structure, puisque dans tous les cas, vous serez poursuivis et arrêtés, par exemple? Oui, vous savez, la bataille actuelle est une bataille par rapport au nouveau ordre mondial. Vous savez, le fonctionnement du nouveau ordre mondial est désiré par tout le monde, mais tout le monde n'est pas d'accord de la manière dont ceux qui initient le nouvel ordre mondial veulent la gérer, veulent la diriger. Tout le monde parle de unité, mais nous voulons une unité par le respect de nos souverainetés et par le respect de nos choix de façon indépendante. Vous voyez, or, quand nous regardons le fonctionnement de l'ordre mondial, c'est d'imposer sa politique, c'est d'imposer. Donc, l'ordre mondial choisit des mannequins, si je peux m'exprimer ici, c'est un président. Des marionnettes. Des marionnettes pour pouvoir faciliter leur intégration. Vous voyez. Donc, quand cet ordre mondial, c'est de la franc-maçonnerie, tout ça, quand ils se retrouvent et qu'ils se rendent compte que dans un pays africain, le président n'est pas en train d'aller dans leur direction, dans leur sens, ça leur pose un problème. Ça leur pose un problème parce que l'ordre mondial aujourd'hui veut gouverner le monde. Ça, bon, vous êtes servant de Dieu, vous savez un peu ce que je veux dire. Il veut gouverner le monde et quand on le veut ou pas, si on va un peu dans le domaine spirituel, c'est quelque chose qui va arriver. Parce que avec tout ce qui est en train de se mettre en place, c'est vrai qu'il y a des difficultés. Il gouverne déjà le monde de toute façon, hein, parce que... Voilà, il gouverne déjà le monde, voilà. Donc déjà, c'est des réalités. Maintenant, vous savez, les pays de l'AES sont dans une position très complexe. Parce que c'est des efforts que ces pays-là sont en train de faire. Et Dieu merci, comme vous l'avez dit, ces pays-là ont le soutien de leur population. Mais dans le fond, elles ont des problèmes parce que la Côte d'Ivoire, qui constitue un élément phare de la CEDEAO, qui est prioritaire au niveau du franc CFA, qui aujourd'hui a sur son territoire une grande population de ces pays de l'AES, tant que la Côte d'Ivoire ne va pas dans le même sens que ces pays de l'AES, ça va être difficile. Ils vont réussir, mais ils ne pourront pas vraiment réaliser tout ce qu'ils souhaitent. Leur souveraineté. Voyez, leur souveraineté. Parce que, imaginez-vous que demain, si nous avons un président patriote en Côte d'Ivoire qui prend la décision de dire les Maliens, rentrez, les Nigériens, rentrez, les Burkinabés, rentrez. Vous pensez que ces pays de l'AES sont préparés à les recevoir? Parce que c'est des millions de personnes qui vont partir. Que tu sois naturalisé ou pas, mais le fait que tes origines sont burkinabées, maliennes ou nigériennes, on dit qu'il faut rentrer. Ça va être un problème. Ouais, donc, il y a un enjeu politique qui est là, qui demande vraiment de la sagesse et puis surtout de la patience. Parce que tant que la Côte d'Ivoire ne retrouve pas elle-même sa propre souveraineté, tant que la Côte d'Ivoire elle-même n'est pas
indépendante et qu'elle est toujours rattachée à la France ou bien au système mondial, pour ne pas dire à l'Europe, ces pays de l'AES ne seront jamais tranquilles. Vous voyez. Maintenant, l'avantage que ces pays de l'AES ont, c'est que ces pays-là ont compris une chose, malgré que ce n'est pas encore à 100%, mais il ne peut pas avoir de développement d'un pays tant que vous n'avez pas une sécurité. Parce qu'en donnant l'exemple de la Chine, de la Russie, du Japon, c'est parce que ces pays-là ont mis de la priorité sur la sécurité. Les États-Unis aujourd'hui, c'est pas parce que les États-Unis sont plus endettés que la Côte d'Ivoire, mais on parle des États-Unis parce qu'elle a une sécurité. Elle a une sécurité. Ce n'est pas des pays où on se lève du jour au lendemain et il y a coup d'État. Ce n'est pas des pays où il y a une rébellion. Donc la sécurité est inconditionnelle. Elle est la première des choses pour pouvoir développer une nation. Voilà pourquoi les pays de l'AES, en plus des efforts de développement qu'ils sont en train de faire, mais ils investissent dans leur sécurité. Et Dieu merci, ils ont le soutien de la Russie. Ils ont le soutien de la Turquie, ils ont le soutien de la Chine, de la Corée du Nord, de ce pays. Et vous verrez que si l'un de ces pays-là, de l'AES, obtient à l'avenir ne serait-ce que les armes nucléaires, ne serait-ce qu'une ou deux armes nucléaires, c'est fini. Personne ne va les provoquer. Personne ne va les provoquer. Personne ne va les provoquer. Et ma prière est que l'un de ces pays arrive à ça. Parce que déjà, l'avantage que ces pays-là ont, c'est qu'elles-mêmes, elles contrôlent aujourd'hui leurs satellites au niveau de la communication. Donc, elles peuvent permettre à n'importe quel avion d'entrer sur son territoire. Elles peuvent intercéder toute communication, ce qui n'est pas le cas pour la Côte d'Ivoire. Ce qui n'est pas le cas pour certains pays africains. Or, tant que vous ne contrôlez pas ce côté, vous n'êtes pas indépendant. Vous voyez? Donc, il faut saluer l'initiative de ces pays-là. Maintenant, ces pays-là, pour sortir du franc CFA sur le plan économique, effectivement, ça pouvait se faire facilement, mais il y a trop d'enjeux. Parce que sur le plan commercial, la Côte d'Ivoire est incontournable. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est incontournable. Parce que regardez les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens qui sont en Côte d'Ivoire, la plupart qui sont des millionnaires. Si demain les pays de l'AES ont leur propre monnaie, tous ces CFA que ces Burkinabés ont en chose, s'il n'y a pas de conversion de parité, de coopération entre la monnaie AES et la CEDEAO, le franc CFA, ça va être difficile. Parce que c'est ressortissant. La preuve, nous qui sommes ici, nous expédions de l'argent en Côte d'Ivoire. Mais on ne peut pas expédier le CFA. On expédie le dollar ou bien l'euro. Est-ce que vous voyez? Donc, sur le plan économique, ces pays-là sont en train de se battre, mais elles n'ont pas le choix. Il faut que la Côte d'Ivoire rentre dans le jeu. Or, mais pour l'instant, ils survivent justement sans la Côte d'Ivoire. Hein? Donc, peut-être que c'est la Côte d'Ivoire qui perd un peu dans ce qui est en train de se passer. Parce que les pays de l'AES actuellement ils n'ont vraiment pas de regrets par rapport à la Côte d'Ivoire. Non, la Côte d'Ivoire ne paie rien. Nous, le problème que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est la mauvaise gestion de nos ressources. C'est tout. Voilà notre problème. Sinon, la Côte d'Ivoire ne paie rien par rapport aux pays de l'AES. Parce que l'AES aujourd'hui, ceux qui envoient l'argent au Burkina, au Mali, là, la plupart des étrangers maliens, guinéens, qui sont en Côte d'Ivoire, qui font des affaires, l'argent là, ils gagnent ça, c'est sur le sol d'ivoire. Mais imaginez-vous que demain, il y a une autre monnaie de l'AES qui n'est pas opérationnelle en Côte d'Ivoire. Comment ils vont faire? Ils vont expédier. C'est un peu ce que l'Afrique a traversé par rapport au franc CFA, au franc français. On était lié au franc français lorsqu'il y a eu l'euro. Aujourd'hui, c'est difficile pour le CFA de se convertir en euro parce que le CFA est lié au franc français. Est-ce que vous voyez? Donc, sur le plan, les économies, ceux qui sont dans les finances pourront mieux expliquer ma compréhension. Vous voyez? Donc, c'est un enjeu à ne pas négliger. Donc, l'ordre mondial, pour parler de l'Europe, aujourd'hui, c'est que la Côte d'Ivoire ayant 40%, si c'est vrai ou c'est faux, mais on nous a tous dit qu'on a 40% au niveau de la BCAO, machin et tout. Voilà pourquoi on a le secrétaire général.
Mais imaginez-vous que si ces pays-là sortent et que la Côte d'Ivoire ne le cautionne pas et que la Côte d'Ivoire ne va pas dans leur sens, tout le CFA qu'ils auront là, comment est-ce qu'ils vont convertir? Ils ne pourront pas envoyer en France, ils ne pourront pas envoyer ça en Côte d'Ivoire ni dans les pays limitrophes qui utilisent le CFA. Donc, il doit avoir une coopération. Il doit avoir une coopération avec tous les autres pays de la CEDEAO, pour ne pas dire de l'Union africaine. C'est pour cela que, malgré leur retrait de la CEDEAO, ces pays-là sont encore restés au niveau de l'Union africaine. Pourquoi ils auraient pu sortir de l'Union africaine? Voilà, donc c'est un enjeu sérieux, ce qui est sûr, ça va se faire, mais ça ne sera pas aussi facile tant que la Côte d'Ivoire n'est pas rentrée dans le jeu de la politique des pays de l'AES. Et c'est ça le combat. Permettez que je pose la question à M. Adjaye. M. Adjaye, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Passé Aka, la Côte d'Ivoire qui doit pouvoir aider les pays de l'AES à s'affirmer? Parce que si la Côte d'Ivoire n'y entre pas, ça va être un peu difficile, même s'ils créent leur monnaie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, justement, je suis d'accord avec ça. Mais le problème aujourd'hui que joue la Côte d'Ivoire, le rôle que joue la Côte d'Ivoire, c'est un rôle néfaste. Parce que la France compte sur la Côte d'Ivoire pour pouvoir atteindre son objectif au niveau de l'AES. La France veut coûte déstabiliser l'AES et elle passe par la Côte d'Ivoire, par Ouattara. Donc, après Ouattara, il faudrait que la Côte d'Ivoire se joigne à l'AES pour que, petit à petit, les pays africains soient forts et qu'ensemble, nous puissions mener le combat économique et même politique et militaire. Parce qu'on sera confronté encore à des terroristes. Et donc, il faudrait que la Côte d'Ivoire s'allie à l'AES. Ça, je suis entièrement d'accord. À l'AES. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle vous supportez M. Laurent Gbagbo, parce que vous êtes convaincu que lui va nous ramener dans l'AES. Bien sûr, c'est l'union qui fait la force. Je vais faire une précision. Allez-y. Oui, la précision que je voulais faire, il faut que M. Laurent comprenne la pensée, c'est que il n'est pas question que la Côte d'Ivoire rentre à l'AES. C'est même pas mon souhait, selon mon analyse. La coopération, oui. La Côte d'Ivoire doit pouvoir composer, que ce soit sur le plan économique, en échange avec les pays de l'AES, compte tenu du fait que nous avons en immigration une forte population de ces pays-là sur notre territoire. Mais dire que la Côte d'Ivoire va rentrer dans l'AES, ce serait une mauvaise politique. La Côte d'Ivoire doit composer sur le plan commercial, sur le plan des échanges, sur le plan de la sécurité, mais nous devons rester un pays souverain et libre de coopérer avec qui nous voulons. Il n'est pas question de quitter la CEDEAO, bien la BCAO, bien quoi que ce soit parler dans le pays. Non, ce n'est pas possible. Est-ce que vous pensez que si la Côte d'Ivoire entre dans l'AES, elle risque encore de se faire avoir comme la Côte d'Ivoire s'est fait avoir par les pays limitrophes, parce que n'oublions pas, l'AES c'est le Mali, c'est le Niger, c'est le Burkina, donc des pays qui quelque part ne sont pas très satisfaits de la Côte d'Ivoire à cause de la présence justement de leur population sur nos territoires. Est-ce que vous pensez que si la Côte d'Ivoire entre dans l'AES, les nordistes ne joueront pas encore le même jeu qu'ils sont en train de jouer avec Ouattara contre la Côte d'Ivoire? Oui, mais bien sûr, c'est la raison pour laquelle je dis que ce n'est pas une solution. Parce que aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, à travers le président Houphouët-Boigny, nos frontières ont toujours été ouvertes pour ces pays. Oui, depuis l'indépendance. Ce qui fait aujourd'hui que nous avons un problème de naturalisation. Parce que les ressortissants de ces pays-là ont des racines en Côte d'Ivoire. Mais ils aiment toujours leur pays d'origine. Et donc, si la Côte d'Ivoire a été le pays qui a reçu tout le monde, mais tous ces pays-là, peut-être maintenant, mais ne traitent pas les Ivoiriens au même titre que nous les traitons en Côte d'Ivoire.
vous allez aujourd'hui à les lois du Burkina. Vous êtes Ivoirien, vous ne pouvez pas être propriétaire d'intérêt. Vous pouvez pas, il y a des trucs que vous ne pouvez pas faire. C'est pareil au Kenya, c'est pareil dans certains pays. Mais en Côte d'Ivoire, que tu sois malien, que tu sois guinéen, que tu sois sénégalais, tu es propriétaire de tout ce que tu fais. Tu payes impôt, tu ne payes pas d'impôt, tu bâtis ton royaume là, et ils prennent ça pour aller dans leur pays d'origine. Ils vivent à l'aise en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens souffrent. Ils sont propriétaires des entreprises, ils sont propriétaires des sociétés, ils ont le plus grand pourcentage en capitaux. Mais dites-moi combien d'Ivoiriens au Burkina, au Mali, au Niger, au Togo, ou bien au Bénin, qui peuvent démontrer aujourd'hui qu'elles ont peut-être 2 ou 3% des capitaux dans ces pays. Non, parce que ces pays-là ont ferme. Les gens ont été hypocrites, il faut avoir le courage de le dire. Ces pays-là ont été hypocrites et ils demeurent hypocrites vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, là, c'est le combat que voulait faire le président Laurent Gbagbo par rapport à la souveraineté. Mais malheureusement, il n'a pas été compris et puis lui-même aussi n'a pas été prudent. Donc ces pays-là sont en train aujourd'hui de prendre des exemples sur le combat du président Gbagbo en ce qui concerne la souveraineté. Oui. Donc, elles évitent les erreurs que lui il a commis. Parce que la première des choses que ces pays ont fait, quoi, il faut buter la France de leur territoire. Or, tant que la France est sur votre territoire, mais attendez, et qu'elle contrôle votre sécurité, elle contrôle votre communication, et vous ne pouvez rien faire. Tant que vous ne faites pas la fête de la France, vous ne pouvez rien faire. Donc, moi, je ne suis pas pour que la Côte d'Ivoire entre dans l'AES. On va coopérer. On va faire des business gagnant-gagnant. Point. Voilà. Merci. Un président qui veut mettre la Côte d'Ivoire dans l'AES, il nous trouvera sur son chemin. Parce que ce sera encore. Mais, alors, dans ce cas, il va falloir ne pas proposer M. Laurent Gbagbo parce que tous les supporters de M. Laurent Gbagbo voient en lui aujourd'hui l'homme qui va justement faire entrer la Côte d'Ivoire dans l'AES, qui va tenir ce discours guerrier, pour ne pas dire qu'il sera l'enfant guerrier, qui va justement arracher la Côte d'Ivoire à la France pour aller suivre ces jeunes enfants, je ne dirais même pas ces jeunes frères, mais ces jeunes enfants de l'AES. Voilà. Non, je pense que le président Gbagbo veut faire une politique de souveraineté et de radicalisation à l'image. Bon, je dis que un peu comme être libre, mais dire qu'il va rentrer dans l'AES, c'est pas possible. Non, se débarrasser de la France ne veut pas dire qu'il faut rentrer dans l'AES. Nous sommes souverains. Nous traitons avec qui nous voulons, nous coopérons avec qui nous voulons, nous vendons à qui nous voulons, nous achetons avec qui nous voulons. Voilà. Donc, mais dire que, parce que dès l'instant où nous entrons dans l'AES, ça veut dire que nous devons être soumis au règlement et au fonctionnement de l'AES. Or, ces pays-là ont une réalité que nous n'avons pas. Si ces pays-là sont sortis aujourd'hui, si ces pays-là sont sortis de la CEDEAO, c'est parce qu'elles ont réalisé que la CEDEAO ne fonctionne pas selon leur réalité. Alors qu'elles sont sorties. Or, la Côte d'Ivoire, c'est réalité. Donc, et puis d'ailleurs, là où je vous rejoins, c'est que les atouts, les ressources de la Côte d'Ivoire sont d'une manière ou d'une autre un peu plus importantes que celles des pays de l'AES. Et nous savons que si la Côte d'Ivoire entre avec l'AES, c'est la Côte d'Ivoire justement qui va en sortir perdante parce que la Côte d'Ivoire va donner plus, ce qui a toujours été le cas. Quand on a créé par exemple la BCAO, la Côte d'Ivoire est celle qui a donné le plus grand capital parce que à l'époque les autres pays étaient vraiment pauvres. Et c'est ce qui risque encore d'arriver à la Côte d'Ivoire. Et donc ils vont profiter du port, ils vont profiter de la forêt, ils vont profiter de tout ce que nous avons. Et ça ne va certainement pas arranger la Côte d'Ivoire. Voilà, donc là, sur ce point, je suis d'accord avec vous. On va encore vouloir aliéner la Côte d'Ivoire
derrière le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Très bien. Merci. Je vais faire une petite précision. Allez-y. C'est que aujourd'hui, vous voyez que l'AES a mis la France dehors pour pouvoir prendre sa souveraineté. Tous les pays aspirent à cela, y compris la Côte d'Ivoire. Donc, prendre sa souveraineté et se mettre, sinon on va passer à parler de coopération. Bien sûr, on va coopérer avec l'AES. Et donc, si nous annulons les contrats coloniaux, ça veut dire que nous prenons notre souveraineté, mais se joindre à l'AES pour mener ce combat, ce serait une bonne chose parce que quand la France va venir pour nous attaquer, les pays de l'AES peuvent dire, vous touchez à la Côte d'Ivoire, vous nous touchez. C'est un peu cela comme ils ont fait quand le Niger devait être attaqué. Quand on est ensemble, on est plus fort. Mais cela ne veut pas dire oui, on est d'accord, M. Adjei. Mais je crois que ce que le pasteur a dit n'est pas faux. Vous savez pourquoi? Parce que justement, regardez la configuration, le climat, la géographie. Ce sont les pays du Sahel. Donc, quand vous écoutez leur nom là, c'est l'Alliance des pays du Sahel. Donc, l'AES, ce sont des gens qui ont le même climat, qui ont la même culture, qui ont la même nourriture. Nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes un peuple varié, polyvalent. Nous avons la forêt, nous avons un peu de savane. Et le point que souligne le pasteur Aka n'est pas faux. C'est-à-dire quoi? Devenir la vache à lait des autres pays. Et quand vous êtes en alliance, M. Adjei, vous ne pouvez plus dire aux autres que non, on est en alliance, mais vous ne pouvez pas venir planter du riz chez nous. Bien non, on est en alliance, mais vous ne pouvez pas emmener vos gens chez nous. Vous êtes en alliance, vous êtes en alliance. Voilà un peu ce dont parle pasteur Aka. Et à ce niveau-là, ça tient la route parce que la Côte d'Ivoire va devenir encore la vache à lait du Burkina, du Mali, etc., comme elle a toujours été. On a été dans une alliance avec eux, la BCAO, la CEDEAO. Est-ce que vous savez, M. Adjei, qu'un Ivoirien ne peut pas ouvrir de compte bancaire au Ghana? Un Ivoirien ne peut pas aller au Togo, au marché du Togo, et avoir les mêmes prix que les Togolais. L'Ivoirien ne peut pas aller au Mali et être traité comme un Malien. Alors, pendant déjà les premières 60 années, ou c'est ça, non, 60 années de notre existence en tant que pays, nous avons subi ces pays qui nous entourent. Donc, vouloir les suivre dans leurs histoires de Sahel, nous allons encore nous faire gruger parce que nous n'avons pas les mêmes problèmes, justement. Et ce qui va nous tuer, c'est que ces pays-là ont leurs ressortissants chez nous. Vous comprenez, M. Adjei? Et ces ressortissants-là seront le pont, comme aujourd'hui M. Ouattara fait le pont entre la Guinée, le Burkina, le Mali, le Niger et la Côte d'Ivoire. M. Ouattara est quelqu'un comme ça. Donc, personnellement, moi non plus, je ne pense pas que la Côte d'Ivoire devrait rentrer dans l'AES. Mais écoutez, chacun a son point de vue. Je respecte le vote. Voilà. Je crois que... On trouvera le mécanisme. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer, quand vous regardez les pays de l'AES, au Burkina, ce sont les Burkinabés qui gèrent. Au Mali, ce sont les Maliens qui gèrent. Au Niger, c'est pareil. Ils ont leurs règles et ces règles sont respectées. Bien qu'ils soient dans une même... Mais on n'a pas besoin de créer l'AES pour que ça marche. Hein. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'implémenter la loi, c'est de mettre en place une rigueur, c'est de tuer la corruption. Et comme ça va marcher. Quand on voit qu'on ne peut pas faire la corruption dans un pays, tout le monde se met au pas. Voilà. Donc ça, ce n'est pas parce qu'ils sont dans l'AES que ça marche. C'est parce qu'ils ont décidé d'enlever leur pays et de refaire de leur pays un pays normal qui n'est pas dans la corruption, qui n'est pas dans le mensonge, un pays qui n'est pas dans le vol et tout ça. Voilà pourquoi ils réussissent à s'en sortir. Voilà. Donc, si on peut faire ça en Côte d'Ivoire, croyez-moi, la Côte d'Ivoire aussi s'en sortira. Voilà. C'est ce que je pense en tout cas. Ouais. D'accord. Alors, je vais vous donner l'occasion de donner votre mot final parce que là, nous avons épuisé notre temps. Donc, je vais vous permettre de donner votre mot. Voilà. Je vais commencer avec M. Adjei qui ce soir
nous a lancé ce débat sur le retrait de la CPI. Allez-y, M. Adjei. Merci, Sister Sarah. Alors, ça a été un bon débat parce que c'est l'Afrique qui gagne. L'Afrique gagne en ce sens qu'aujourd'hui, nous avons 3 pays frères qui nous donnent un exemple. La souveraineté et la liberté de ses choix. Vous savez que dans les contrats coloniaux, les 11 contrats qui nous lient, tous ces pays, les anciennes colonies françaises, n'ont pas le droit de dépasser la France et d'aller chercher un partenaire. C'est la France d'abord. C'est quand la France dit, bon, je ne suis pas intéressé, qu'elle peut aller ailleurs. Est-ce que vous savez que si on vend du cacao aux États-Unis à 1 milliard, 2 milliards, les 2 milliards de dollars sont versés dans le compte dans la banque française. Et la banque, sur cette base-là, imprime des francs CFA pour nous donner. Et ils gardent la moitié. Vous voyez, nous avons été des pays aliénés depuis longtemps. Et aujourd'hui, l'AER nous donne l'opportunité qu'on peut être libre. Et donc, tous les pays qui aspirent à la liberté doivent suivre le pas des pays de l'AES. Pour qu'au moins, dans notre vie, nous puissions être libres, nous puissions être indépendants. On ne peut pas nous dire qu'on est indépendant et ce pays-là, qui est la France, nous contrôle toujours, contrôle notre économie, notre politique, notre armée et autres. Nous devons sortir de là pour être souverains. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins. Si hier, la France est venue nous bombarder, c'est justement par rapport à ces contrats coloniaux pour dire que toutes les ressources qu'on trouve dans ces pays, dans ces colonies françaises, appartiennent à la France. Donc, on ne peut pas jouir de ces ressources-là jusqu'à ce qu'on annule ces contrats coloniaux. En tout cas, le vent de l'AES va continuer de souffler pour une prise de conscience collective pour que les pays africains puissent sortir de cette situation de tutelle, de maîtres et d'esclaves, pour qu'enfin nous soyons des pays indépendants, solides, pour pouvoir nous développer. Aujourd'hui, on ne peut pas se développer parce que nous avons un maître qui doit décider de notre sort. Merci, non, Sarah. parce que nous avons des présidents voleurs. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous développer. C'est ça. Donc, prions pour que nous puissions acquérir notre indépendance et notre souveraineté demain, pour que nous puissions jouir de nos ressources librement. Pour qu'un jour, on puisse donner le prix même de nos ressources, parce que c'est eux qui fixent les prix pour nous garder toujours pauvres avec nos ressources, et pourtant ils n'en ont pas. C'est celui qui a le produit qui fixe son prix. Mais bref, le moment viendra. Et donc, prions Dieu pour en arriver là. Merci. Merci beaucoup, M. Adjei. Passez à cas. Je vous donne l'honneur de donner votre mot final. Oui. M. Adjei est convaincu. Vous savez, Passer à cas, avant que vous ne parliez, les Africains ont ce complexe-là, où ils pensent que tous les défauts de l'Afrique viennent de la France, alors que nous voyons très bien sous nos yeux que ce qui se passe chez nous, là, c'est nos leaders qui le font. Et c'est eux, là, qu'on doit chasser, mais l'Africain préfère trouver un bouc émissaire qui est l'ennemi naturel, la France, qui vient voler nos biens, mais qui leur donne ça, qui leur donne le pouvoir de contrôler nos ressources. C'est ceux-là qui veulent se pérenniser au pouvoir et qui se disent qu'ils peuvent rentrer dans des alliances occultes avec le français pour justement se pérenniser au pouvoir, mais c'est pas grave. Allez-y, passez à votre mot final. Merci à vous. Je veux introduire ma conclusion par les derniers mots de notre frère, M. Adjei, qui a parlé de prions Dieu. Oui, nous prions Dieu. Et je voudrais que les gens comprennent une chose. Que tout ce qui est en train de se passer, c'est vrai que nous faisons des analyses politiques, mais c'est d'abord spirituel. Et le monde dans lequel nous sommes en train aujourd'hui de vivre,
Si le spirituel pouvait s'impliquer pour expliquer, personne de nous ne doit être surpris. La venue du président Ouattara en Côte d'Ivoire, la présence de Tidi Amtiam, l'emprisonnement du président Gbagbo, tout ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire est spirituel. Ce n'est pas du hasard. Mais pour que les Ivoiriens comprennent bien, il faudrait que nous tournions vers Dieu, que nous comprenions quel était le plan et les projets de Dieu pour la Côte d'Ivoire. Dès l'instant où nous allons comprendre cela, nous ne serons pas surpris de tous ces enjeux politiques. Parce que de tous les pays africains, qu'est-ce que les Ivoiriens ont fait pour mériter une telle injustice? Qu'est-ce que les Ivoiriens ont fait pour que le monde entier, voyant l'injustice, voyant tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, les gens jouent avec nos vies. L'ONU joue avec la Côte d'Ivoire. L'Europe joue avec la Côte d'Ivoire. Bon, la France, là, on n'en parle pas. L'Amérique joue avec la Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a que Dieu seul. Mais il va falloir que nous nous référons au message divin pour comprendre que ce que nous sommes en train de subir a été déjà préparé depuis des années. Et nous ne pourrons pas nous en sortir si nous ne tenons pas compte. C'est parce que nous sommes mal informés des enjeux qu'aujourd'hui nos politiciens même ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Regardez aujourd'hui, pour conclure, ce n'est pas un hasard de voir que au niveau de l'ONU qui avait refusé de reconnaître la Palestine comme étant un État. Vous savez de quoi je suis en train de dire? Mais c'est un signe prophétique. Aujourd'hui, l'ONU, la Palestine était reconnue comme un État au niveau de l'UNESCO, mais pas au niveau de l'ONU. Mais voilà qu'aujourd'hui, la dernière assemblée de l'ONU est en train de reconnaître, de vouloir faire reconnaître officiellement la Palestine comme un État indépendant, ce qui ne va pas arranger d'Israël. Quand j'ai entendu ça, j'ai vu ça, j'ai dit oui, la parole de Dieu, elle est vérité, elle nous informe, mais c'est parce que nous ne prenons pas le temps de la comprendre. Voilà pourquoi nous crions, nous pensons que c'est nos relations ou bien c'est nos efforts qui pourront changer les choses en Côte d'Ivoire. Non. Dieu est dedans et Dieu attend que nous nous adressions à lui. Donc, merci à vous. Voilà, c'était une très bonne émission. Mais de temps en temps, il faut que la radio permette à ce que les hommes de Dieu viennent expliquer un peu les enjeux prophétiques de ce qui se passe un peu sur le plan politique dans le monde entier. Vous n'avez qu'à réclamer une émission avec Jacques Roger, il y a beaucoup de jours. Vous pouvez être la troisième émission qui va expliquer les causes politiques, la politique dans le monde par la parole de Dieu. Vous pouvez le faire. Nous, on viendra être simplement des observateurs et des commentateurs, mais vous pourrez être celui-là qui, justement, nous conduit justement dans les prophéties bibliques et qui nous montre comment les choses se passent. Voilà, donc, parler avec Jacques et puis voyez comment ça se voilà, c'est une possibilité, mais vous savez, la radio a trop de programmes, trop d'activités, donc non, il faut pouvoir trouver un créneau. Il y a combien d'émissions sur la radio? Il n'y a pas assez, je pense que... Non, mais ça dépend. Si le commandant lui-même est très occupé, il est beaucoup sollicité, il faut qu'il soit disponible aussi. Voilà. Bon, on verra ça, on parlera peut-être en dehors de l'antenne pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Peut-être que je vais négocier avec vous pour avoir au moins un mercredi sur 3, spécialement votre émission. Non, mais parce que pourquoi vous voulez mon mercredi? Il y a le jeudi, il y a le vendredi, il y a le lundi, il y a tous ces jours. Alors ne venez pas faire les coups d'État africains ici. Voilà. Il y a beaucoup d'autres jours dans la semaine. D'accord. À bon entendeur, salut. Attention au coup d'État. Merci à vous. Merci, Pasteur Aka. Voilà, merci. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. En tout cas, nous voulons vraiment la souveraineté des Africains, mais nous la voulons de façon assez claire. Nous félicitons en tout cas l'AES, les présidents des pays sahéliens, parce qu'ils ont au moins montré que l'Africain peut se réveiller, que l'Africain peut dire non et que l'Africain peut décider
de son avenir sans toutefois se laisser contrôler par les puissances européennes. Donc ça, c'est un grand pas et on espère que les autres pays vont suivre, voilà, et que même si ça ne s'appelle pas forcément l'AES, mais que les Africains peuvent entrer dans une alliance qui va permettre aux Blancs de comprendre qu'ils se sont réveillés. Merci de nous avoir suivis et on espère que vous allez vous porter bien chez vous. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.